Les dossiers de Soulabra Palabre. Le folio du jour. La thématique de ce jour, Afrique du Sud face au soubresaut de la xénophobie. Pour en parler, nous avons en studio Manu, à la régie Fontaine à Tikiti, à la conception Ali Oubadé, à la présentation moi-même Yves Lodonou, votre humble serviteur. Avant d'entrer en jeu, bonjour Manu. Bonjour. Oui, nous allons parler aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Nous savions tous que dans les années 90, tout le monde poussait un ouf parce que le pays sortait de l'apartheid, plusieurs années d'apartheid avec un régime blanc, des quartiers interdits aux citoyens à la peau basanée comme nous. Et finalement, l'Afrique du Sud était sortie. C'était la joie sur le continent, dans tous les pays. Et aujourd'hui, on voit que l'Afrique du Sud a entraîné ses démons avec lui. On l'a vu avec les récents événements, les attaques sur les Nigérians, sur les Zimbabwéens et consorts. Donc, nous allons aborder cette question de l'Afrique du Sud avec la xénophobie. Parce que je terminerai mon introduction en disant que durant cette sombre histoire, l'Afrique du Sud a quand même eu le soutien de presque tous les États africains, notamment l'Angola, que ce soit les pays de la zone septentrionale, tous les pays ont pu apporter leur soutien sur le plan militaire, sur le plan politique et idéologique pour que l'Afrique du Sud puisse s'en sortir. Donc aujourd'hui, nous allons aborder toute cette question avec vous. Pour vous, que représente l'essor colonial de l'Afrique du Sud pendant cette sombre période? D'abord, j'aimerais dire que je suis honoré d'être sur ce plateau. J'aimerais saluer tous les frères qui y sont et la frère sœur qui y est. Et également nos auditeurs qui nous écoutent. Il ne faut pas être en studio pour vous suivre. Et bien sûr, c'est la magie des ondes. Pour revenir sur l'Afrique du Sud, il faut bien sûr reprendre le contexte dans lequel il était. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a été, comme vous venez de l'énoncer, colonisé, qui a d'abord eu plusieurs réformes coloniales, mais on peut bien sûr ne pas parler de l'histoire de l'Afrique du Sud sans remonter à Nelson Mandela et Winnie Mandela. Nous allons y arriver. L'essor colonial a été tout manigancé par une oligarchie qui a pris en main le pouvoir politique et économique. C'est quelque chose qu'il faut toujours préciser. C'est-à-dire que quand Nelson Mandela est reparti, a fait maintes ont été dans une voie qui allait contre le régime qui était mis en place de l'apartheid. Il a été mis en prison et a fait un contrat avec De Boer, qui était pour que le pouvoir politique soit remis entre les mains de Nelson Mandela, mais qui conserve le pouvoir économique. C'est quelque chose qu'il faut aussi rappeler. C'est-à-dire que c'était une des oppositions pour lesquelles Winnie Mandela était plus que jamais opposé, avec même avant l'époque, ils étaient en tête de l'ANC, qui, avec le temps, n'a pas su, et ça nous montre aujourd'hui, quand on voit comment ils ne sont pas capables de gérer, que ce soit sur le créneau monétaire, que ce soit sur les ressources qui doivent être redynamisées au sein de leur pays. Et on le voit aujourd'hui que c'est l'une des conséquences. Il est très frauduleux, mensonger et hypocrite de dire que la situation de l'Afrique du Sud ne remonterait qu'à aujourd'hui. On ne peut pas nier que ce soi-disant vivre ensemble mis en place est quelque chose qui n'a jamais eu en fait un essor positif.
D'ailleurs, aujourd'hui, toute cette série de xénophobie qui est montrée n'est que montrée par des instances qui s'en soucient uniquement maintenant. Mais si on avait fait auparavant, on aurait eu sûrement les mêmes répercussions. Donc, pour vous, vous êtes rentré de pied dans le sujet, même si vous avez essayé de planter le décor par rapport à la situation historique, parce qu'on n'a pas eu le temps de le marteler, il faut toujours le marteler, parce que quand on parle d'apartheid, c'est à part, c'est mettre les gens de côté, et une sorte de séparation, donc cela remonte déjà en 1917, quand un dirigeant Beurs a prononcé ce mot, et c'est la langue des Afrikaners, apartheid. Mais nous n'allons pas rester longtemps sur l'histoire, quoique l'histoire permet de faire comprendre le présent. Donc, vous venez de l'expliquer, mais on sait que ces derniers temps, des années 90 jusqu'à aujourd'hui, en passant par le règne de Mandela, puis tous ceux qui se sont succédés à lui, la plupart des médias mainstream, les grands médias, n'ont pas cessé de chanter Mandela, de chanter l'Afrique du Sud. Pourquoi les médias se sont-ils mis dans cette posture pour vendre une Afrique du Sud, peut-être qui n'est pas réelle ou qui est réelle? Pourquoi, selon vous? Tout simplement parce que ça, c'est la pratique coloniale qui veut ça, c'est-à-dire que pour vendre une image là où on pourra le plus dominer, que ce soit sur les ressources, que ce soit sur les différentes frontières, vous remontez vraiment sur quelque chose de pertinent parce que justement, c'est ce que on devrait tous se poser. Comment ça se fait que un pays qui a été colonisé, qui n'a pas eu ces différentes ressources réappropriées, parce que ce sont des faits, comment ça se fait que les différentes personnes qui, euh, qui essayent de montrer ce vivre ensemble sont toujours la même oligarchie ou même sont tirées de ces épingles par les mêmes personnes qui les ont pillés. On le voit avec les différents exports américains qui y sont, les différentes ONG, les différents groupements qui sont toujours les mêmes et on devrait se poser les bonnes questions d'où elles remontent, de comment ça se fait que on a toujours besoin de l'aide directe, de la main-d'œuvre directe des firmes américaines pour remettre le plat sur directement ce qui a été pillé. C'est une question qu'il faut se poser. Moi, je pense que la situation de l'Afrique du Sud aujourd'hui doit être on doit directement reprendre les choses en main avec un homme qu'on ne peut pas ignorer. C'est Julius Malema. Nous allons aussi aborder le cas de Julius Malema, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici dans notre rédaction, c'est l'attitude des médias. Vous avez évoqué la présence de l'économie américaine pleinement en Afrique du Sud. Il y a le secteur de l'or, de l'exploitation de l'or, et il y a d'autres boulots qui sont attribués à des compatriotes, si on peut ainsi les appeler, venus des autres pays, parce que la question même d'Afrique du Sud ou autre, l'Afrique a été morcelée avec la conférence de Berlin. Donc, c'est des frères qui viennent de l'autre côté de la frontière, peut-être sont des cousins qui viennent travailler et sur lesquels va s'abattre la chasse à l'homme. Mais ce qu'on aimerait comprendre, vous qui êtes aujourd'hui en Occident, vous avez la possibilité de lire, de découvrir les médias, que ce soit de la presse en ligne, que ce soit les TV, les radios. Comment est-ce que vous, de votre côté, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste de la situation sud-africaine, comment est-ce que vous expliquez, quel mot metteriez-vous sur la position des médias, sur le traitement de l'information par rapport à l'Afrique du Sud? Elle est tout simplement, c'est une très bonne question que vous vous posez encore une fois, mais elle est tout simplement hypocrite. Et ce que vous dites me remonte encore à une autre alternative que j'aimerais quand même préciser, c'est que cette xénophobie existe. On ne peut pas ignorer que c'est pas du tout de comportements irraisonnés qui sont manipulés de toutes parts. Non, il y a une xénophobie qui est réelle entre Africains qui n'arrivent pas à vraiment pouvoir canaliser une haine
qui a été tiré par les bases coloniales. C'est quelque chose qu'il faut préciser. Mais vous traitez sur le niveau des médias, euh, tout ceci ne peut pas être, après constatation, il faut une résolution. Tout ceci ne peut pas être bien, toute cette haine qu'ils ont en eux est complètement légitime, due à la colonisation, due à la répression qu'ils ont au quotidien. Mais vous me elle doit tendez être- la perche, c'est pas un Zimbabwéen ou un Namibien ou un Angolais qui travaille paisiblement en Afrique du Sud, qui est aussi sa terre. L'Afrique nous appartient à nous tous, Exactement. qui va être victime des frustrations. Exactement. Mais cette colère-là doit être canalisée paisiblement. Malheureusement, ces étreintes-là ne le sont pas, et on le voit aujourd'hui avec les médias. Quand on parle de médias qui y sont souvent des médias exogènes, des médias qui n'ont rien à voir avec le paradigme dans lequel ils sont, souvent des histoires racontées par autrui. Et tout ceci montre exactement, comme je le disais au départ, que les manettes ne sont pas prises en main de la population. Le jour là où ils le seront, on aura un visage différent de l'Africain, on aura un visage différent du vivre ensemble. Et on aura aussi, j'aimerais quand même préciser quelque chose, on aura aussi, parce qu'il ne faut pas toujours attendre que ça nous vienne de l'Occident, ou même de personnes Oui, qui nous ont vous me colonisés. tendez la perche. Qu'est-ce que les médias endogènes font par rapport à la situation? Qu'est-ce que les autres médias sur le continent font? Aujourd'hui, vous avez parlé de la présence américaine, donc c'est très bien que CNN va être de la partie, BBC va être là, Mhm. Agence France Presse va être là, Reuters va être là. Voilà, mais que font les agences africaines elles-mêmes, sud-africaines Mhm. et des pays voisins? Qu'est-ce qu'ils font pour aller à l'encontre de cette hypocrisie que les grands médias vendent à travers le monde? Je pense aussi qu'il ne faut pas généraliser et qu'il y a des médias africains qui font remarquablement leur travail pour montrer une image justement de ce que je ressors, que ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Cependant, on sait comment ça se passe, il y a aussi une répression pour eux aussi qui ne peuvent pas diffuser ce message. Malheureusement, ça revient au même point. Il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et qu'ils soient capables de vraiment représenter les intérêts du peuple avant tout, et qu'ils ne soient pas manipulés par toute personne qui fera preuve d'indécence par rapport au bon vouloir de ces oligarques. Voilà. Au-delà de la répression sur la presse, on sait que c'est planétaire. Lorsque les médias sont le quatrième pouvoir, lorsque la presse essaie de faire son travail, si elle touche des intérêts, ça devient chaud. Il y a des journalistes, même des fois, qui disparaissent, qui sont assassinés. Pourquoi attendre maintenant pour parler de la question sud-africaine, même si vous l'avez abordé tout à l'heure, la supercherie de la commission réconciliation et vérité? Pourquoi attendre maintenant pour aborder cette question? Tout simplement parce que c'est exactement, il y a un dicton qui dit que quand on tue son chien, on dit qu'il a la rage. Ils ne veulent tout simplement pas que les Africains puissent trouver une voie d'autodétermination pour s'unir. Ils veulent tout simplement qu'on soit contenté Qui sont ces gens? des oligarques et les différentes valeurs coloniaux que on a citées au Et qui départ. sont derrière ces valeurs coloniales? Parce que pour Vous les voulez que auditeurs, je ils doivent cite- comprendre. Oui, oui, vous voulez que je cite des noms. Mais il y a par exemple la famille, plusieurs familles. C'est pas. Il y a par exemple les Oppenheimer, qui sont une famille richissime et qui sont bien lotis, dirons-nous, et qui continuent à justement montrer qu'ils ont les ressources en main. C'est pas quelque chose sorti de fiction, vous pouvez vérifier les informations. Ou même ceux qui sont à la base même de cet accord avec Mandela en diffusant qu'ils ont le pouvoir économique en main. Euh, tout ça pour dire qu'il faudrait avant tout que, pour revenir encore une fois à Julius Malema et à son mouvement, il faudrait avant tout que, et c'est quelque chose qui regorge non pas seulement d'une affaire d'Afrique du Sud, parce que c'est exactement ce que le Libéria a connu par exemple, à un moment donné, il faudrait que les instances panafricaines ou africains de la diaspora et sur la terre-mère s'unissent pour justement élever leur voix et avoir un message d'autodétermination qui montre que les Africains
puissent s'unir entre eux. Ce que j'aimerais, juste revenir sur un point, ce que j'aimerais quand même aussi dire, c'est que on ne parle jamais du fait que l'Australie, par exemple, les aborigènes d'Australie, vivaient ensemble et avaient des communautés qui étaient complètement unies, là où les gens n'avaient pas forcément la même langue, forcément le même registre, ils venaient tous avec des identités différentes, et avant le colonialisme, il n'y avait pas vraiment des rejets identitaires venant de toutes ces choses. Donc ça veut dire que... C'est un héritage. Exactement, c'est quelque chose qui a été canalisé par rapport à toutes les valeurs coloniales qui ont été mises justement par les différents oligarques. Donc il faudrait que pour réviser toutes ces valeurs, il faudrait justement qu'il y ait un travail endogène. Julius Nyerere parlait de l'Ujamaïsme, qui est, on pourrait traduire comme l'expansion du village, c'est-à-dire de faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et nous unir avec nos propres valeurs. Parce que aujourd'hui, comme disait Thomas Sankara, l'impérialisme est dans nos assiettes, l'impérialisme est dans nos chaussures, etc., etc. Donc, il faudrait un travail complet de remise à niveau, là où on puisse être formé dès la base. J'encourage juste les auditeurs à suivre, par exemple, la sphère Ecologia, qui fait un travail admirable sur le terrain de la Terre-Mère. Le Julius Malema avait été lui-même dans l'appareil de l'ANC, il a dirigé la jeunesse du parti avant de démissionner, d'aller créer sa propre organisation. Ce qu'il faut aussi lui concéder, on sait qu'il tirait déjà la sonnette d'alarme, étant lui-même jeune, sur cette paupérisation qui se consolidait. Aujourd'hui, je pense que le taux de chômage en Afrique du Sud avoisine entre 30 et 40% pour un pays nouvellement sorti des difficultés 25 ans maintenant. Soi-disant sorti. Oui, est-ce que aujourd'hui c'est la jeunesse qui a été délaissée? Est-ce que c'est cette jeunesse qui macère son chagrin, sa révolte, et qui s'en prend aux autres frères venus du voisinage? Parce que on sait que dans plusieurs pays, les entreprises, les oligarques et consorts souvent recrutent, donnent de l'emploi, parfois à des gens venus d'à côté, ou donnent des emplois que les autochtones, ceux qui sont là, ne veulent pas faire. On l'a vu dans les années après-guerre, surtout entre les années 60 et les années 80 en France. Tous les balayeurs, par exemple, de rue, les éboueurs, venaient soit de la zone du Sahel, c'est des Maliens, des Sénégalais, voilà. Et aujourd'hui, avec la montée du Front National et de Marine Le Pen, on a dit pourquoi on leur donne tel boulot. Donc aujourd'hui, les gens sont intéressés par le faire. Et il y a un proverbe africain qui dit que l'enfant du pays ne conduit pas le troupeau en pâturage. Un proverbe africain. Donc, est-ce que c'est ce qui s'est passé réellement, ou bien c'est un problème de sous-qualification, un problème d'accès à ces emplois en Afrique du Sud? C'est un mélange des deux, hein. Parce que l'on puisse le nier ou pas, c'est vrai qu'il faut être dans un processus d'autodétermination, mais il ne faut pas négliger le fait de pointer du doigt les différentes élites endogènes. Comment ça se fait que, de base, notamment quand on parle de tous ceux qui ont suivi Nelson Mandela, ou même des dirigeants qui doivent faire un travail qualifiable, comment ça se fait que de base, comme vous l'avez énoncé, alors avec les terres riches de l'Afrique du Sud, comment ça se fait que la population vit dans ces conditions-là? Comment ça se fait que ces différents dirigeants ne sont pas capables à un moment donné d'avoir un discours intègre par rapport à toutes les différentes mises en marche qui sont faites sur l'Afrique du Sud? Comment ça se fait que tous ces points-là ne sont pas mis en pôle position pour les différents traités, pour des différentes réformes dont on n'entend pas? Pourtant, cette xénophobie, elle arpente les rues. Et en plus, ce qui est quand même intéressant, c'est que on remarque que malgré le fait qu'il y a une xénophobie qui existe et il ne faut pas la négliger, souvent, c'est justement dans ces régions qu'on ne peut pas nier, là où toutes ces structures sont présentes, qu'il y a une révolte qui est mise en marche par
est différente. Comme si c'était beaucoup plus organisé dans ces structures. Et ça ne devrait étonner personne parce que on se rend compte que ce sont les mêmes qui nous ont pillés auparavant, ce sont ceux qui continuent de saigner l'Afrique du Sud et ça continuera tant que le peuple ne prendra sa destinée en main. Sous la Brapala et sa rédaction vous remercie pour cet échange. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Effectivement, la xénophobie a existé et peut-être existera. La xénophobie structurelle. Donc, il faut s'attaquer contre cela et rappeler que l'Afrique du Sud face au soubresaut de la xénophobie, c'est pas nouveau. Ça a été toujours ainsi. Donc, il va falloir bouger, ne pas être dans l'attentisme et dans la constatation. Je crois que si je vous ai repris, ces quelques mots qui vous ont permis de clôturer votre intervention. Et j'aimerais dire qu'il faut être dans la constatation justement pour tout reprendre, justement de reprendre aussi bien sur les critères de développement, entre guillemets, qui ne veulent rien dire, et reprendre par rapport au propre paradigme africain, et pouvoir s'émanciper à nouveau. Voilà. Ok, voilà, c'était le phonio du jour, de ce jour, une conception d'Aliou Baldé présentée par moi-même. Merci d'avoir suivi notre émission de ce 17 novembre 2019. C'est la fin pour aujourd'hui, mais c'est pas la fin définitive car nous reviendrons dimanche prochain pour d'autres informations, d'autres actualités d'ici et du continent et d'autres thématiques chères à nos chers auditeurs. Dès dimanche prochain, nous allons aborder la situation de la Bolivie, le coup d'État institutionnel face à la lutte de libération que mènent les peuples d'Afrique. N'oubliez pas l'autre émission africaine de Radio Campus Africana, c'est tous les jeudis à partir de 19h30. Quant à nous, nous allons prendre congé de vous. On vous laisse entre les mains de Full Miss avec Khalid. On ne le décrit plus. C'est R&B, reggae, raga, soul, tout ce que vous voulez. Donc, mettez-vous en position de chauffement. Vous allez transpirer de chez vous. Je remets l'antenne à la régie. When I'm